Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture l'autre regard, votre rendez-vous hebdomadaire qui entrecroise les regards sur la littérature et les arts. Ce soir, il va être question d'art plastique et de patrimoine, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir d'abord Madame Soumia Bisker. Madame Bisker, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes Madame Bisker, artiste peintre. Oui. Vous êtes par ailleurs photographe. Oui. En fait, vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme nous allons le découvrir tout au long de l'émission. Oui. Merci encore d'être parmi nous. Merci. Et pour apporter un autre regard, pour nous faire découvrir notre immense patrimoine et immémorial patrimoine sur lequel justement s'appuient les artistes et les artisans, j'ai le plaisir d'accueillir M. Ramdan Bekda. Monsieur Bekda, bonsoir. Bonsoir. Tout Merci le plaisir d'être pour parmi moi. Merci pour l'invitation. Tout le Merci. plaisir est pour nous. C'est un plaisir de vous recevoir. partagé. Monsieur Bekda, vous êtes archéologue. Effectivement. Et par ailleurs, vous êtes organisateur de visites. En fait, vous promouvez ce qu'on appelle le tourisme solidaire. Nous allons avoir l'occasion, au fil de l'émission, de découvrir de quoi il s'agit. Merci encore d'être parmi nous. C'est à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je me tourne vers vous d'abord, Madame Bisker. Beaucoup de gens vous connaissent déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore ce plaisir et cette chance, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes artiste peintre. Quel a été votre parcours, votre formation Oui. J'ai fait la Société des Beaux-Arts d'Alger Très bien. entre 1980, 82 jusqu'à début 90. À peu près, j'ai fait 10 années de Beaux-Arts. Allah yabarak. Oui, c'est le mec. C'était des cours payants et on prenait. C'était 2 fois par semaine. Très bien. Oui. Et là, Et, j'ai beaucoup appris, tout mec. Et ensuite, vous avez commencé à produire et vous avez eu une production très prolifique. Oui, oui. Vous avez de nombreuses expositions, Oui, tant personnelles que collectives, oui, aussi bien sur le territoire national, à travers plusieurs wilayas, oui, qu'à l'étranger. oui. Quelles ont été vos influences? Quelles sont, là, on peut voir dans le mur d'image et on va le voir au fur et à mesure que l'émission va se dérouler, on va voir quelques-unes de vos œuvres. En sens, certes, une touche qu'on pourrait appeler d'impressionniste, même si on n'est pas forcément obligé de vous relier à une quelconque école. Mais quelles ont été d'abord vos influences? Quelles sont les techniques que vous privilégiez? Parlez-nous un peu de votre art. Voilà. J'ai touché d'abord à toutes les techniques. D'abord au crayon. Oui, Le début, c'était la base. certes. Le crayon, ensuite le crayon de couleur, la gouache, l'aquarelle, la peinture à l'huile et la miniature. Oui, on va voir tout à l'heure, Voilà. notamment les Tout enluminures. l'enluminure. Oui, les enluminures que vous avez réalisées. Voilà. Oui. Oui. Et quels sont les artistes qui vous ont influencé? Quels sont vos modèles? Voilà. Vous êtes issu d'une famille d'artistes, on peut le dire. Ah oui. Notamment votre aînée Fatiha Bisker, que nous saluons. Oui, c'est ma cousine. Oui. Oui, et votre amie aussi, Oui, Jahida oui. Houadef, Oui. etc. Jahida Houadef, oui, oui. Et quelles sont vos autres références? Quelles sont les influences tant algériennes qu'étrangères qui... Alors, pour la peinture à l'huile, je suis plutôt dans l'impressionnisme. Je ça se voit. travaille beaucoup au couteau. Oui. C'est un travail rapide et ça me plaît beaucoup. Donc, j'aime pas trop les détails, la peinture à l'huile. Oui. Donc, mais par contre, l'enluminure, là, c'est le... C'est le fignolage. Le fignolage, c'est le souci du détail. C'est l'infiniment, tout ce qui est petit, tout ce qui est minuscule. Oui, c'est ce qui est frappant d'ailleurs Oui. avec vous, c'est qu'on voit aussi bien dans certains de vos tableaux le souci de restituer la sensation, Oui. voilà, l'impression du moment, d'où le terme. Oui. Et dans d'autres travaux, les enluminures, le recyclage que vous faites de certains objets, on va en parler. Oui. Ce souci du détail est vraiment minutieux. Par exemple, on va le voir apparaître. Vous recyclez par exemple des boîtes de cigares en objets de décoration. Oui. Alors ça vous fait peut-être sourire, mais c'est une Oui. très vieille tradition d'artisans peintres depuis la Renaissance et même avant. Oui, c'est quand je trouve que la boîte à cigares, c'est des boîtes en bois. Donc, Et donc vous faites de la peinture sur bois. Oui, oui, je le fais. Hein, c'est la même chose pour moi. oui, et
on va en parler plus longuement en fin d'émission. Nous avons tout autour de nous d'autres invités que je n'ai pas encore présentés, qu'on présentera plus tard, puisque vous réalisez aussi des poupées, mais habillées avec le patrimoine national. Tenue traditionnelle. Alors, les poupées, c'est pareil. Ça remonte à très loin aussi, dans les années 80. C'est l'histoire de famille. À ma famille, on le fait. C'est ma mère, la Irhama. Elle faisait de la couture, mes sœurs. Donc, étant petite, on faisait les poupées. Et j'ai ma grande sœur qui fait la poupée, mais c'est une professionnelle. Quand elle prend une poupée, c'est elle qui m'a appris aussi. Et là, j'ai commencé à travailler, à chercher les autres régions. Et justement, avec vous, on voit un peu cette interaction, peut-être qui n'apparaît pas de prime abord pour un profane, entre l'art, entre l'artiste avec le travail fini, etc., qu'on imagine isolé dans son atelier, et l'artisan aux prises avec le quotidien. Oui. Et cette dimension-là, on va voir plus tard que vous êtes aussi photographe, on va parler de la photographie, mais avant, on va justement discuter avec celui qui vous a permis, sinon de découvrir cette vocation, du moins qui a permis son éclosion et son explosion. Puisque je me tourne vers vous, Monsieur Bekda, donc vous êtes archéologue, vous êtes doctorant en archéologie. J'ai eu le plaisir de lire votre thèse de master, de magistère, pardon, excusez-moi, oui, et qui traite justement du néolithique, donc, et qui remonte et qui retrace un peu tout ce patrimoine-là ancestral en Algérie et que vous faites découvrir à travers ce que vous appelez le tourisme solidaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement. Donc, je suis un jeune Algérien qui est peut-être formé dans l'archéologie et beaucoup plus dans la préhistoire comme spécialité. Je suis doctorant de l'Université d'Alger 2. J'ai préparé pour les mémoires et ma thèse de magistère. Là, je prépare un doctorat sur la préhistoire toujours. J'ai traité pas mal de sujets sur la sédimentologie pour découvrir les formations anciennes d'un site à Mestran. Par la suite, une thèse de magistère pour une étude paléontologique d'une collection muséale du musée d'Oran. Et là, je prépare ma thèse sur l'art mobilier préhistorique algérien. Donc, comme tous les jeunes, peut-être, les Algériens qui sont dans le patrimoine, donc, on a été dans l'environnement de ce patrimoine, on a aimé cette profession, bien ce monde qui est l'archéologie et l'histoire. Et comme aussi j'étais un conservateur du musée, attaché de conservation, de valorisation au Musée national du Bardo, donc j'ai travaillé pendant 5 ans. Et là, je suis enseignant à l'université de Baskara, dans la faculté des sciences humaines et sociales. Et par la suite, peut-être, la découverte avec un public, le contact avec un public à travers les visites muséales et puis pendant les missions du musée. Dans le cadre de vos travaux, oui. Exactement. Il y avait un contact soit avec le patrimoine en lui-même, les professionnels de ce patrimoine, mais aussi avec les artistes et les artisans et même le large public qui contribue à la valorisation, bien la protection de notre patrimoine en général, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Bien. Oui. Comme on parle toujours de patrimoine. Donc c'est à travers tout ça, c'est une expérience vécue, c'est le contact, c'est la communication avec les professionnels d'un côté, nos collègues, les archéologues, les conservateurs du musée, des sites archéologiques, et aussi un public qui est assoiffé de découvrir son patrimoine, son histoire, son identité, et aussi ses arts qu'on cherchait depuis longtemps peut-être. Comme vous le savez, l'Algérie, c'est un pays continent, vraiment qui a une richesse qui se résume dans une double profondeur qui se résume dans la géographie. Certes, oui. Il y a une profondeur géographique. Absolument. Si on parle d'Afrique du Nord, question de superficie ici, 2 millions de kilomètres, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Certes. Et il y a aussi la profondeur historique et patrimoniale qui se résume à travers l'existence de l'être humain sur cette terre qui remonte à 2 millions d'années, plus de 2 millions d'années. Donc, il y a une certaine richesse géographique.
en même temps une richesse historique et archéologique depuis 2,4 millions d'années. Là, on vient de découvrir que l'Algérie aussi, c'est le deuxième berceau de l'humanité. Donc cette richesse a donné aussi à notre pays un potentiel à investir, quel que soit dans le domaine scientifique et technologique, quel que soit dans l'archéologie, et par la suite la gestion du patrimoine aussi, et l'histoire, et aussi l'identité de l'Algérien lui-même, et puis il y a aussi le côté artistique par la suite, soit pour les artistes ou bien les artisans. Justement, d'ailleurs, Effectivement. moi On je peut vous ai découvrir découvert tout à ça. travers les rapports enthousiastes de ceux qui vous ont suivi durant vos périples, et où ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans ce que vous appelez justement le tourisme solidaire, il ne s'agit plus pour le touriste d'aller poser un regard exotique sur ses compatriotes de l'intérieur, comme s'il visitait une contrée étrangère, mais d'être plongé, de s'immiscer dans le quotidien de cette région-là et de découvrir un artisanat, un quotidien, un mode de vie, une économie domestique, comme je viens de dire, un artisanat, voire même une industrie, et qui est basée sur les matières premières de chaque région. Effectivement. Par exemple, si on prend Timimoun, destination très prisée, mais peut-être un petit peu folklorisée, on découvre avec vous toute une industrie basée sur la matière première disponible en abondance à Timimoun, à savoir l'alpha, l'helva. Donc, comme vous le savez, la profondeur géographique de l'Algérie, on a les trois domaines, peut-être le Sahara, le Grand Sahara, les hauts plateaux et le Tel, et puis même, et pourquoi pas la région côtière aussi, qui donne à chaque région son cachet, quel que soit dans l'histoire. Chaque région a sa propre histoire dans des périodes, si on parle de la préhistoire, l'histoire, l'Antiquité, et puis si on revient à l'âge médiéval, et puis à chaque fois on a un événement, il y a des états, il y a de l'histoire à chaque fois. Et chaque région, cette histoire, il est forgée aussi à travers cet homme qui est en contact direct avec la nature et l'environnement, qui a fait par la suite, qui va donner à cet homme une technologie, un savoir-faire et l'acquisition aussi, l'adaptation qui est très importante pour ces populations, cette communauté, de survivre par exemple dans une région désertique, comme on le voit, avec un système adaptable à ce climat. Il y a aussi les moyens de subsistance qui sont très rares. Si on voit par exemple, si on parle du Sahara, c'est un Sahara. Mais en réalité, il y a la technologie qui va avec. Absolument, oui, ça, et la stratégie de vie. Et ça a été depuis la préhistoire. Oui. Ça, on peut parler de tout ça aussi comme l'Algérie, elle est dans une ère géographique, elle est en mutation. Oui. On est dans une zone qui est entre une zone aride et une zone subaride par la suite. Et là, dans le Tel, on a le climat tempéré et une zone côtière, mais on marche, peut-être on va vers l'aridification de toute l'Afrique du Nord, ou bien l'Afrique. Ça, c'est les changements climatiques. Mais ces changements, ils vont exiger à l'être humain d'avoir une stratégie de gestion de la matière, la vie quotidienne, aussi la matière et la découverte des spécificités du matériau. Absolument. Oui. Parce que si on va au désert, par exemple, dans un désert ou bien le Sahara, on voit la technologie d'Exor. D'Exor, oui. L'Exor, donc un Saharien, donc bon, si on parle, c'est pas question d'intelligence, il s'est bien adapté avec cet environnement, il a créé ses propres moyens de rester sur place et aussi de sauvegarder ses arts, son savoir-faire, ses technologies par rapport au Fougarat, le captage de l'eau et le partage aussi. Absolument. Et aussi qui va donner aussi un sens à la communauté et par la suite les liens organisés dans la société, la communauté. Sur laquelle va se bâtir ce qu'on appelle la culture. Effectivement, la culture. Et cette culture aussi, qui va donner aussi sa part à l'environnement, le respect de l'environnement, qui est très important, et de vivre en écologie,
Et l'économie de la matière, quel que soit le matériau pour la construction, par exemple les argiles s'ils sont rares, la pierre s'il est rare. Donc il y a le sens de l'économie, soit pour la famille, pour la communauté, et aussi les échanges entre ces communautés, quelles que soient sahariennes. Par la suite, on va parler aussi, si vous voulez, de l'immigration. Oui, ces gens-là aussi, ils ont apporté certains savoir-faire. oui, puisque pour l'exemple de Timimoun, elle est située sur une route commerciale. Oui. Commerciale, les caravanes. Et il ne faut pas oublier, si on parle ça à l'échelle des millénaires, l'immigration pendant la préhistoire, si on voit l'immigration, on peut parler d'une immigration du désert algérien, le Sahara qui est un centre civilisationnel par rapport à la période néolithique. Là, on voit aussi, c'est un berceau, ou bien c'est une zone où on a eu la poterie, on a eu l'élevage, la domestication de... Oui, vous le mentionnez d'ailleurs. Voilà, et l'agriculture qui est très important. Oui, vous le mentionnez dans votre magistère. Oui. Effectivement, ça, c'est les gravures et l'art rupestre qui va nous rapporter tout ça en image et en données fiables sur cette vie pastorale et sédentaire de ces gens-là, et aussi semi-sédentaire ou bien nomade par la suite, qui résume un processus de cette humanité qui a vécu dans une région qui est l'Algérie, c'est un pays continent, et aussi les influences. Parce que généralement, si on parle de l'histoire, on voit les influences extramuros qui sont par exemple, qui sont venus de l'Europe. Oui. C'est les Romains, c'est les Grecs, c'est les Phéniciens par exemple, et par la suite c'est les Arabes. Mais on oublie en nous-mêmes l'africanité. Et ça, on le vit à travers les arts et l'artisanat aujourd'hui, qui fait de l'Algérien aussi un bon artiste et un bon artisan, qui sauvegarde, mais aussi qui promouvoit le savoir-faire ancestral aussi. Qui le promouvoit et qui le transforme aussi. Et je vois Madame Biscar captivée. Vous êtes aussi captivée lorsque vous êtes sur place. Ah oui. Donc c'est un peu grâce à Monsieur Begda que vous avez découvert de nouvelles régions, et ce qui a boosté, si vous permettez ce terme, ce qui a un petit peu lancé votre autre vocation, votre violon d'Ingres, à savoir la photographie. Oui. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors la photographie, c'était après ma retraite, en 2015. J'ai commencé à... Bon, j'ai mon frère aussi, Mohamed. Bah. C'est un photographe professionnel, c'est lui qui m'a poussé à aller soumettre à la photo. Laisse tomber. Si, tu vas prendre des cours et... Allez, viens, toi, tu peux faire quelque chose. Et puis un jour, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Alors, on a pris des cours alors, avec Mustafa Khayel, que je salue au passage. C'est lui, c'est un professeur c'est un professionnel de la photo. Très bien. C'est au niveau d'un institut, d'un organisme? Non, on a pris des cours dans une école privée. D'accord. On faisait... Alger Blida, en covoiturage avec l'équipe, les Mousqueda, oui. Avec les Mousqueda. Justement, on va y arriver. Oui. Voilà. Donc on allait jusqu'à Blida. Très bien. Tous les samedis pendant plusieurs mois. On prenait des cours et puis c'était des cours de perfectionnement. On a fait des expositions collectives, surtout à Biskra. Oui. Et là, c'était des sorties photographiques. On a fait sillonner toute la région avec Mustafa Khayel aussi. Et tout un groupe de 20 photographes, une vingtaine de photographes de toutes les régions de l'Algérie. Donc on exposait nos photos. Oui. Et le lendemain... Vous preniez la route? Oui. Avec nos appareils photos et on va voir, au fur et à mesure le résultat. Oui. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir. Et c'est ce qui a donné aussi ce trio. Voilà. Mousqueda. Mousqueda, oui. Alors nous sommes un trinôme de photographes passionnés. Donc on a parcouru avec London des milliers de kilomètres. D'ailleurs, c'est lui qui nous a... Mousqueda, c'est lui, hein.
Oui, C'est lui que vous avez baptisé, Mousquetaires. c'est lui qui a trouvé le nom. Ouais, on a les mousquetaires, oui. D'accord. Ouais, parce qu'on était tout le temps ensemble, les trois. Durant les différentes Sorties, oui. Oui. Donc, on a pris pas mal de photos. C'est des milliers de photos. Donc, on a parcouru des milliers de kilomètres avec Ramdan. On a fait beaucoup de wilayas. Alors justement, dans cette découverte que vous faites faire, aussi bien aux artistes qu'aux touristes lambda, si je puis dire, toujours ce qui est frappant, et j'aimerais y revenir, c'est cette dimension-là comme vous le mentionnez tout à l'heure, comment chaque région, chaque habitant de la région s'adapte à son environnement pour produire ses moyens de subsistance et comment il va développer ce que vous avez appelé des techniques, une technologie pour tirer le meilleur parti de cet environnement-là, de la matière première disponible dans cet environnement. J'avais cité Timimoun avec l'alpha. On fait tout avec l'alpha, c'est saisissant. Alors je cite, on en fait des tapisseries, on en fait des couffins, des ustensiles, des coffres à bijoux, etc. Si on se déplace ailleurs, par exemple dans la région de Madame Biska, à Boussaada, Oui. là c'est le genévrier qui est à l'honneur, qui a la particularité, M. Ramdan, d'être imputrescible. Oui, Voilà. effectivement. C'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. Ça, c'est comme aujourd'hui la découverte des matériaux. Donc, c'est avec les analyses, les essais, même actuellement dans les plastiques, les métaux et tout. Oui. C'est la même chose, c'était la même chose avec les matériaux utilisés par nos ancêtres. Oui. Donc, le contact direct avec le matériau, avec l'environnement. Oui. Donc, ça forge l'homme dans des expériences, l'utilisation et peut-être des expériences. Oui. Et puis, comme chaque région, il a son cachet spécial par rapport au climat, le climat qui est peut-être continental, méditerranéen ou bien saharien et tout, aride. Donc, il va donner aussi, qui va exiger un mode de vie bien précis. C'est la nature. Oui. Mais l'homme, il doit s'adapter ou bien il doit replier vers des zones qui sont peut-être côtières, tempérées. Mais il a préféré, par exemple, de rester dans ces régions-là, mais avec l'équivalence de cette aridité qui est la technologie et l'adaptation et le courage aussi. Oui. Et si ce n'est pas ça, donc on aura peut-être l'Algérie, elle est peuplée dans la région côtière. Absolument. Mais au contraire, il y a des gens qui sont rattachés peut-être aussi, qui l'élément identitaire dans le peuple algérien ou bien nord-africain, le rattachement à la terre. Oui, qui ont réalisé vraiment des miracles. Effectivement. Donc ils ont choisi de rester sur la terre de leurs ancêtres, mais par contre avec des moyens technologiques peut-être qu'on le voit aujourd'hui qui sont accessibles et sont simples. Oui, dont on a perdu peut-être aussi le souvenir. Oui. J'ai eu le plaisir de recevoir Ali Shaib Sherif la semaine passée et qui nous parlait des routes à Oued-Souf. Oui. C'est-à-dire en fait des cuves d'une dizaine de mètres de profondeur pour planter les palmiers. Oui. Et ça, c'est les choses très importantes, quel que soit pour les découvrir à travers les médias, comme les télévisions aussi. C'est un savoir-faire ancestral de nos ancêtres qu'il faut parler de tout ça. Ces miracles Si sans excavatrice. Hein, exactement. C'est ce qu'on appelait le remel. Le remel. Au lieu d'avoir la statue est encore d'ailleurs. Actuellement, à Oued-Souf, on a eu l'occasion de visiter cette belle région qui est le grenier actuellement de l'Algérie et peut être aussi le grenier de l'Afrique du Nord ou bien même de l'Europe. Vu la richesse de cette production, on a vu le soufi dans son élément, dans son environnement, et puis son histoire à travers l'histoire de Remel. C'est quoi? C'est de rester sur place, le rattachement à ses ancêtres aussi, de ne pas quitter ces terres, mais d'avoir aussi en termes l'équivalence de cette dureté ou bien la rudesse, oui. Voilà, de cet environnement, une technologie. C'est quoi? C'est de faire les gouttes ou les routes, de creuser des tonnes de sable, mais d'avoir, au lieu de capter l'eau avec actuellement peut-être on a les sondes, les pipelines ou bien je ne sais pas, la technologie actuelle, l'hydraulique, mais ça a été ça. D'avoir
de chercher l'eau à des profondeurs et puis de permettre à ces palmiers aussi de les protéger des vents, les courants d'air, tout ça aussi, il est bien réfléchi. C'est quoi? C'est le contact direct avec la nature qui va permettre une certaine expérience. C'est la sédimentation de siècles d'expérience. Voilà, c'est l'acquisition, d'échecs, de succès, etc. L'échec, même l'échec, c'est un résultat. Absolument, bien sûr. Donc, on va éviter l'échec et on va essayer, à vrai dire, d'autres expériences. Et ça, c'est le cubut. Parce qu'aujourd'hui, si on voit la technologie, actuellement, on est dans un plateau, on peut transmettre l'image, le son avec les satellites, la technologie nucléaire, spatiale. Tout ça, ce n'est pas le fruit de cette génération, mais c'est le fruit de 2 millions d'années. C'est où l'homme a commencé la technologie, c'est d'avoir l'outil. C'est de casser un galet avec un autre galet et d'avoir l'outil, c'est le tranchant. Et ce tranchant qui aura son histoire par la suite, a des éléments, des outils, une panoplie d'outils. Et la découverte aussi, la poterie, les matériaux, et les métaux, tout ça, c'est l'acquisition technologique à travers tous les âges, aussi des millions d'années, des millénaires. Ça, c'est très important de le mettre en valeur dans un circuit, parce que généralement, si on veut visiter par exemple Oued Souf, c'est bien de parler de cette dimension-là. Cette dimension qui est leur mail, qui est aussi de vivre de restituer le quotidien. Exactement, et aussi de revoir la technologie utilisée par nos ancêtres pour rester sur ces terres et par la suite d'avoir un fruit qui est la production. Ce n'est pas la production pour Oued Souf actuellement. Et qui a permis que nous soyons là. Exactement. C'est très important. Pourquoi? L'homme en lui-même, la culture, c'est de vivre en nature, mais aussi le respect de la nature. Ce n'est pas uniquement d'affronter la nature, mais le respect de la nature, parce qu'il y a des exigences, par exemple, qu'on ne peut pas... peut-être on peut éviter, comme, je ne sais pas, la chaleur avec un toit, et aussi les maisons troglodytes, tout ça, c'est une technologie. Absolument, oui. Là, on reparlait pour développer un peu sur Boussaada, sur le genévrier. On fait des miracles avec. Et ça, le genévrier, parfois, même aussi, il est utilisé un peu partout dans les... Peut-être le dans point commun. Oui. Il y a toute une mosquée qui est construite avec. Oui, une mosquée. Il y a aussi l'Iqsour, aussi même à la Casbah d'Alger, aussi, il est utilisé. Oui, très solide, oui. Aussi, et en phytothérapie. Effectivement. Aussi, question de l'exigence du matériau sur l'architecture. Absolument. Peut-être la maison, chez nous, on fait des maisons carrées. Généralement, la norme d'une maison, peut-être, on a la forme carrée, peut-être qui va donner les deux dimensions, donc la longueur, la largeur. Mais là, on voit des formes rectangulaires. Donc, il y a aussi l'exigence de ce matériau qui est aussi qui est abondant dans cette région, et aussi qui va exiger de réduire les longueurs en largeur, et par la suite, on aura les longueurs dans les maisons. La forme carrée va devenir une forme rectangulaire. C'est par rapport à l'utilisation de ce matériau, ce n'est pas un arbre qui va avec des troncs très importants, ou bien des longueurs, mais aussi qui va exiger à avoir cette norme d'architecture dans la construction elle-même. Et puis, par rapport aussi, il y a aussi un traitement. Nous avons parlé d'un traitement sur le matériau pour éviter les termites, par rapport à l'usure, l'entretien et tout. Donc, ils vont passer par des étapes avant l'utilisation. Et tout ça, c'est un savoir-faire. Il y a aussi la construction en elle-même, il y a aussi une norme à respecter. Dans les coins, on va utiliser des forts pour consolider la construction, et au milieu, le carroisement. Et là, même aussi, on peut le retrouver, le parasismique à la Casbah, avec l'utilisation des rondins à l'intérieur des structures. Tout ça aussi, c'est un savoir-faire qu'on peut mettre en valeur à chaque fois, soit dans la science des recherches scientifiques, même dans le patrimoine bien archéologique. Oui, c'est des leçons dont on peut tirer des leçons d'ailleurs, oui. Effectivement, avec une amélioration et de comprendre l'environnement. Ça, c'est très important. Et aussi, cette adaptation-là,
il y a une pléthore d'exemples, hein. On en parlait tout à l'heure avec Madame Bisker. Il y a le chocolat à la figue à Mchounesh. C'est-à-dire, chaque région, on découvre avec vous, fait en sorte d'atteindre à une certaine autonomie à travers cette adaptation-là que vous... voilà, c'est-à-dire de s'appuyer sur la matière première disponible dans la région, d'en faire un peu le centre de sa production et de, autant que possible, d'être autonome dans ses moyens de subsistance. Effectivement. Donc c'était une découverte peut-être, bon, je suis un professionnel du patrimoine beaucoup plus avec les pierres. Hein? Oui, c'est un préhistorien avec les pierres. Mais la découverte, vous-même, je ne suis pas un professionnel du tourisme, donc peut-être il y a Tant pas mieux. mal de... Effectivement, mais peut-être on a contribué avec 1% à la promotion, bien beaucoup plus la promotion du savoir-faire ancestral chez l'Algérien lui-même, un peu partout en Algérie. Mais on a fait en quelque sorte les découvertes avec un sens, c'est pas le tourisme classique, mais on s'est focalisé sur les événements. L'Algérie aussi, comme chaque région, il a son cachet culturel, ou bien même par rapport à la production locale. Oui. Chaque région, comme si des régions différents environnements, il y a le Sahara, les hauts plateaux, et puis il y a la région côtière. Donc chaque région, il a sa propre production. Certes. Donc on s'est basé sur la découverte des fêtes Aussi, oui. nationales. Oui. Si le cas, par exemple, la fête du cheval, Barbe, ou bien le cheval à Tiaret, là on vient de découvrir aussi, pendant les fêtes, on aura non seulement le produit et l'artisan, mais on aura aussi l'histoire et les gens de cette région. Oui. Au temps normal, on peut visiter par exemple une ville, mais on peut y aller au centre-ville, on peut découvrir le musée, la bâtisse, mais l'âme, il est inexistante et peut-être qu'ils ne sont pas là. Mais dans une période de fête, donc on aura les gens de cette région, quelles que soient aussi les familles, qui sont très importantes, parce qu'on n'a pas le terroir, c'est pas le terroir, mais l'accès à l'intérieur des familles, peut-être le hasard, on a fait rencontrer des familles qui nous montraient déjà, soit sur l'art culinaire, à l'intérieur de leur maison, ils nous ouvrent, ils sont accueillants. L'Algérien, un peu partout, il est accueillant. Hospitalier, oui. Hospitalier à l'intérieur de leur maison. Mais pendant une fête, on découvre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Immatériel, absolument. Parce que si on a la production elle-même, mais on aura le poète de la région, l'artiste de la région. Oui. Et aussi, il y a des gens Tous les rites et les rituels effectivement qui se sont... reconstitués dans une fête, mais on aura le tout. Le tout. Absolument. Pourquoi? Donc c'est un véritable voyage anthropologique. Effectivement. On n'est même plus dans le tourisme. Eh bien oui, effectivement, tout ça. En tout cas, et même on dans aura sa- le dans son droit à des acception, conférences. oui. Mais on a eu le droit à des conférences qui sont données par des professionnels, quels que soient, c'est des chercheurs, c'est des passionnés, soit des enseignants universitaires, Soit des autodidactes, mais qui sont la effectivement, mémoire de la région. Mémoire, ils sont passionnés de cette région. Donc c'était aussi et ça a été aussi un autre départ pour les jeunes étudiants. Oui. Donc c'est la découverte d'un thème, la découverte d'une solution pour un problème. Par exemple, je ne sais pas, dans un mémoire de fin d'études, je cherche par exemple telle chose dans une région, je n'ai pas eu les moyens et tout. Ça présente un voyage, un circuit. Onéreux, oui. Voilà. Et par la suite, on a eu même des journalistes qui ont fait des reportages sur notre passage à une sortie, puis ils trouvent la matière pour faire un reportage sur une fête, Sur la région elle-même, un etc. produit. Et puis, il y a pas mal de gens qui sont aussi... On a les artistes, on a les D'ailleurs, artisans. en termes de découverte, puisque vous mentionniez Oui. la Fantasia, Madame Bisker, avec votre objectif, votre appareil photo, vous avez eu l'opportunité Oui, de vous retrouver dans... au milieu des cavaliers. Oui, on va d'ailleurs, on va voir les photos. Oui, Et c'est-à-dire dans toutes ces expéditions, si je puis dire, voilà, vous avez à chaque fois eu l'opportunité de faire les découvertes que nous Voilà, étions en oui. train d'évoquer. voilà, avec Randane aussi. La première fois, c'était à Tiaret. Ah ben oui. À Tiaret. Et qu'est-ce qui vous a frappé à ce moment-là? Ah, c'était la beauté des chevaux, la tenue,
Je sais pas, la tenue des cavaliers, la cavalier, posture, l'allure, avec le cheval barbe, c'est une merveille. Et là, c'était la première fois que j'assiste à ça. Et là, j'ai foncé J'étais au milieu, et là, c'était mes premiers clics sur la Fantasia. Au beau milieu Oui, de oui. l'événement. Oui, C'était un peu comme si on réagissait quelque part à une mémoire ancestrale dont on ne se souvient pas, qui est celle des cavaliers numides que nous avons été. Effectivement. oui. Et pour quelqu'un, vous-même, hein, vous vous qualifiez d'amateur, la qualité de vos photos est quand même impressionnante. Et c'est un travail que vous faites aussi, c'est-à-dire qu'il y a un travail, d'abord il y a un travail en amont évidemment, Oui, mais il y a aussi un travail en aval, c'est-à-dire que vous ne Oui. livrez pas la photo telle Oui. quelle. non, Alors expliquez-nous un peu il y a comment un ça se passe. traitement de la photo. Mhm. Je mets des heures à traiter la photo. D'accord. Pour la publier, je ne publie pas comme ça une photo brute. Je la travaille. Donc vous utilisez des logiciels, etc. Oui, j'ai des logiciels. Très bien. Oui. Y compris pour les photos que vous prenez de vos tableaux, qui m'ont permis en tous les cas, moi, de les découvrir. Oui. Ces photos, oui, je les prends en photo, oui. Ces tableaux, c'est moi qui les prends en photo. Mais revenant au Fantasia, Oui, je vous en prie. j'ai assisté aussi à Timimoun. Oui. Là, c'est grandiose à Timimoun. C'était des milliers De cavaliers. non, de personnes. Oui, aussi. Le monde. Il y avait beaucoup de monde. Et là, c'était aussi une découverte. Et voilà. Voilà, on va sur le mur d'image. Oui. Et là, c'est Là. votre photo. Hein. Oui. C'est vous qui l'avez Oui, prise. oui. Et vous étiez, voilà, vraiment au beau milieu. Oui. C'est-à-dire, في قلب Après الحدث. le ballon. Voilà, au milieu de la poudre, etc. Oui. Oui. Et est-ce que ça vous a aussi inspiré des tableaux? Oui. Est-ce que vous avez peint après être... Là, la photo, on le voit, mais est-ce que vous avez Oui, aussi peint suite à un voyage que vous avez fait? Si, j'ai fait là une mosquée. Mais là, ça me prend beaucoup de temps. J'aime pas trop copier. Oui. J'aime pas trop copier une photo. Mais là, comme c'est ma photo, je l'ai fait une fois. C'est une Vous mosquée. avez peint à partir d'une photo? Oui, ma photo. Pas une autre photo. D'accord. Mais en général, j'aime pas copier. Et vous ne peignez pas sur site? C'est qu'est fait. C'est-à-dire, vous prenez votre chevalet et là... Ah non, ah oui, dehors, non, je le fais pas. Donc, Madame Biscar, vous avez connu une petite coupure dans votre travail de peinture. Oui, Comme à quelque chose, malheur est bon, la crise sanitaire et le confinement qui s'en est suivi vous a permis de reprendre le votre pinceau. activité de peintre. Oui, Voilà, vous avez repris vos pinceaux. oui. Pourquoi vous êtes arrêté au départ? Au départ, il y avait les sorties. D'accord. Les sorties. Donc c'est les sorties et la photo qui vous Et a un la petit peu photo. détourné Oui, du chevalet. oui. Mais là, vous avez repris. Oui, maintenant, j'ai repris la peinture. Très bien. C'est bon, ça va. Pour notre plus grand plaisir, en tout cas pour le plus grand plaisir de ceux qui, comme moi, ont la chance de vous suivre sur votre page, Oui, puisque vous livrez au fur et à mesure vos dernières œuvres. oui. En ce moment, je suis en train de répertorier mes anciennes peintures que je n'avais pas prises en photo. Oui. Et dommage, je suis en train de les publier. Oui. Mais entre-temps, je travaille. Oui, d'ailleurs, certains, je lis les commentaires, il y a des personnes qui s'étonnent et qui se disent est-ce que ça c'est de vous? Et, Oui, alors qu'en fait vous publiez avec la date, le nom, oui, etc. je signe, je dis que c'est mon travail. Signé et daté, on pose. Ah, c'est toi, Mais c'est la qualité aussi de la facture peut-être qui impressionne. Oui, Voilà. peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un plaisir de découvrir ces nouvelles livraisons, qu'elles soient peintes fraîchement ou remontant à longtemps. Oui, Et j'espère que vous serez mieux équilibré entre vos deux vocations pour qu'on ne soit privé ni de l'un ni de l'autre. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez encore un autre corde à votre arc. Allah yabarak. Mais avant de parler plus longuement de nos amis muettes qui nous entourent et de découvrir d'en savoir un petit peu plus à leur sujet, comme vous le savez, nous fêtons le centenaire de l'un des plus grands écrivains
de la littérature algérienne, à savoir Mohamed Dib. Et donc, mes chers compatriotes, c'est le moment de notre rubrique à laquelle vous êtes habitués déjà, Ombre gardienne. Comme d'habitude, je vous retrouve après le jingle. Comme le thème de ce soir est consacré aux arts plastiques, je vous propose de redécouvrir avec moi un superbe poème de Mohamed Dib dans son recueil Ombre gardienne, dont je ne me lasse pas, et qui s'intitule Les statues, où l'on va voir la merveilleuse imagination et le merveilleux talent de Mohamed Dib à l'œuvre. Je suis le compagnon idéal des statues, dans les jardins publics peu fréquentés j'observe, leurs lèvres où s'arrête une parole tue, leurs mouvements de pierre aux étranges réserves. À leurs pieds, les oiseaux frayent avec des cris, mais dans l'ombre parfois qui tremble, elles frissonnent. Sur le champ, les moineaux s'envolent tout surpris. Je me sens indiscret comme avec des personnes. Il semble bien pour l'or qu'un insigne moment commence où l'on se perd et retrouve aisément. Elles seules aussi paraissent vous comprendre. Elles seules surtout vous prennent en pitié. Il se forme entre vous Dieu sait quelle amitié. J'ai vu plein de douleurs leurs yeux vides et tendres. Très beau poème, court mais éminemment expressif, que vous pourrez redécouvrir dans son superbe recueil Ombre gardienne, préfacé par Aragon. Je reviens vers vous, Madame Bisquer. Qui sait, peut-être qu'un jour vous allez vous mettre à la sculpture. Mais en attendant, vous avez une autre vocation, puisque vous opérez en fait un travail de recyclage qui permet d'obtenir ces magnifiques poupées habillées à la mode traditionnelle de chez nous. Alors, dites-nous en plus, je vous cède la parole. Comment ça se passe, tout simplement? Comment ça se passe? Là, nous avons notre ami qui est habillé à la mode. C'est la tenue, c'est la Naïlia. Très bien, donc c'est la tenue des Oulad Naïl. Oui, c'est des chutes, c'est du recyclage. Donc c'est des chutes d'un travail de couture. Voilà, voilà, c'est ça. Pour des gens grandeur nature, oui. Voilà. Mais il m'arrive d'acheter 25 cm ou de la dentelle, mais j'en ai à la maison, j'en ai beaucoup. Alors on C'est voit, des restes. on voit oui, le souci du détail, puisque on voit aussi le bijou ici. La coiffure, la coiffe. Oui, oui. Le turban, c'est et le truc aussi c'est des perles, des paillettes que vous cousez à la main. Oui, etc. tout est fait à la main. Impossible à la machine. D'accord. Et derrière vous, il y a la Kabyle aussi. Voilà. Et de l'autre côté, c'est l'Algéroise. L'Algéroise avec la le femme fameux, voilée, oui. Avec la voilette, le haïk. Oui. Elle est habillée à l'intérieur avec une veste brodée, le sarouel. Oui, les téléspectateurs auront aussi le plaisir de voir. Nous allons diffuser des photos d'autres habits traditionnels que vous faites, les mlayas, etc. Kain, toutes les régions du pays. Comment vous est venue cette idée? Je ne sais pas, ça remonte à loin tout ça. J'ai dit que c'est la famille. Et c'est des poupées que vous avez exposées? Oui. Aussi bien ici qu'à l'étranger? Oui, oui. Dans les années 90, j'étais à Avignon. J'ai fait le festival d'Avignon. Oui. Et j'ai vendu mes poupées. D'accord. Pendant le festival d'Avignon. Très bien. Et ici? Ici, oui. J'ai fait à Boussaada dernièrement, en 2016, au musée d'Inet et la maison d'Aïssa Bisker, mon oncle. C'est l'association Aïssa Bisker. C'était en 2016. Et en France aussi, l'année de l'Algérie. En France en 2003. Très bien. Oui. Ben, c'est magnifique. Et je me tourne vers vous, Monsieur Bekda. Voilà les habits traditionnels. Vous qui êtes archéologue, et d'ailleurs on l'a entendu dans votre discours, souvent le regard que l'on pose sur nos traditions, sur nos coutumes, etc.,
peut tourner très vite au folklore, mais en discutant avec vous, en lisant les comptes rendus de voyage, etc., grâce au travail que vous accomplissez justement, grâce à cette restitution historique que vous faites, on retrouve cette culture, on retrouve ce patrimoine dans son devenir et non plus figé dans un cliché qui justement débouche sur le folklore. Effectivement, donc dans ce sens-là, on peut valoriser l'œuvre. C'est pas uniquement avec du folklore. Là, on a parlé des fêtes un peu partout au niveau national, Oui. mais dans la fête elle-même, il y a les valeurs, il y a l'identité, il y a aussi le repère qu'on perd parfois, comme des gens qui sont de ces régions, qui n'ont pas vu leur région, par exemple, leurs parents, et par la suite de redécouvrir cette belle région à travers cette fête, mais aussi dans cette dimension festive, mais savante parfois. Absolument. Pourquoi? Si là, on a l'occasion de rencontrer l'artiste lui-même, qui va nous parler de cette œuvre, l'artisan. Mais par la suite, on aura des générations sur place. Il y aura un débat. On va découvrir l'utilité, par exemple, de ce bijou. Aujourd'hui, peut-être... Son histoire, oui. Son histoire aussi, l'histoire réelle. Et imaginaire aussi, avec les légendes qui s'y rattachent, oui. À une légende, mais parfois à une famille, Oui. et un savoir-faire, et aussi le label. Actuellement, si on est à Boussaada, si on parle de l'œuvre, par exemple, le Khoudmi ou bien Oui, les Boussaadi, fameuses dagues, oui, magnifiques. ça, c'est pas uniquement c'était un outil de la vie quotidienne ou bien un outil de guerre. Et il y a toute une dimension symbolique dans ce travail. Ouais. Déjà, il y a l'âme de l'artiste en lui-même. Oui, puisque On peut il se le projette voir, dans l'objet qu'il va effectivement. façonner, oui. Et ça, on peut le voir à travers même la société savante, soit l'étude sociologique, artistique aussi. Peut-être il nous manque en Algérie, peut-être il nous manque ces études à travers. C'est juste, ils sont encadrés dans des thèmes. Une étude archéologique, c'est seulement une archéologie. Mais une œuvre en elle-même, ils peuvent avoir le sujet d'un artiste, d'un archéologue, aussi actuellement d'un mannequin ou bien d'un artiste qui travaille sur les sujets actuels, l'habillement, le développement, l'amélioration aussi de certaines choses dans cette... C'est-à-dire retrouver tout le processus, toute la genèse, Effectivement. voilà, qui a amené... C'est tout ça. Alors, c'est une fête qui... il y a tout un monde qui est regroupé, invité autour d'un thème. Il y a aussi le fameux, par exemple, le festival ou bien les fêtes, soit des bijoux, la poterie, qui sont en Kabylie. Il y a aussi du cheval, il y a aussi du tapis, il y a celle aussi, les produits du terroir aussi, comme Absolument. la fête de la cerise, la figue de Barbarie. Il y a aussi les poètes, il y a le poème. Oui. Il y a la cavalerie, les gouelles, oui. il y a les gouelles, et par la suite le racontard, qui est aussi peut-être une forme qui englobe tous les arts dans une fête, mais aussi dans un village, dans un endroit. Oui, et ça aussi, c'est un moyen d'avoir plusieurs aspects et d'échange qui est le plus important. La rencontre et l'échange et la restitution de la mémoire. Et aussi de comprendre cette chose qui est l'œuvre d'art et aussi l'élément et qui nous donne mais aussi non des pas comme objet qui se donne comme figé, utilisé et qui va de soi, effectivement, mais quelque chose qui est le fruit d'un processus et d'une activité humaine, elle-même inscrite dans un environnement, et d'une culture et un savoir-faire. Et donc c'est une totalité qui est restituée. Effectivement. Et aussi ça, on peut le découvrir sur place au vivant. Oui, et on peut le découvrir aussi grâce aux commentaires éclairants que vous faites sur place et dont on a découvert un aspect avec votre pédagogie en sans l'enseignant, puisque vous enseignez aussi. Oui. On pourrait vous écouter tous les deux pendant des heures, mais hélas, nous arrivons au terme de notre émission. Et donc, en guise de conclusion, je vais vous demander, Madame Bisker,
Je sais que vous avez repris, pour notre plus grand bonheur, vos pinceaux. Quels sont vos projets pour l'après-confinement, Inch'Allah? Y a-t-il des expositions à l'horizon ou au contraire, est-ce qu'une fois la crise sanitaire dépassée, vous allez reprendre la route avec votre objectif, avec votre appareil photo? La route et le Sans pinceau. doute. La route et les pinceaux. Oui. D'accord. Donc là, vous êtes en train de reprendre votre activité de peintre. Oui. Vous préparez une exposition? Pour le moment, il n'y a aucun projet, mais pourquoi pas? Inch'Allah. Inch'Allah, si... Quand ça sera, disons, plus concret, quand les Voilà. conditions seront un peu plus, voilà, c'est ça. plus Mais, adéquates. mais pendant le confinement, on est sorti quand même avec un autre groupe, avec Fadila Henni, que je salue au passage. Ouais. C'est un autre groupe, donc on a fait Betaya et Gelma. Allah yabarak. Hammam Masroutin. Et avant-hier, on a fait Sharia, une journée à Sharia. Voilà. Donc vous continuez à découvrir et, Oui, à oui. partager Mais à partager les Pour- photos surtout, ouais. ouais, pour notre plus grand Oui, plaisir. oui. Merci beaucoup, Soumia Bisker, d'avoir été parmi nous. Merci, je vous en prie. Merci Et, pour l'invitation. J'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une exposition très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Monsieur Begda, donc vous avez repris l'enseignement? Oui, effectivement, il y a une année lourde qui s'annonce. On est toujours avec les activités pédagogiques et Bien. aussi l'encadrement, la recherche aussi dans le cadre de notre De votre travail doctorat, oui. aussi. Toute la réussite, Et Inch'Allah. puis, merci beaucoup. Et puis, comme tous les enseignants-chercheurs, on fait notre activité tout le temps. Oui, Voilà. et la reprise est prévue pour... Est-ce que vous avez d'autres circuits de prévus? Pour l'instant, on souhaite la santé et la paix. Et par Saha la wal suite, afia, saha wal hana, on va Inch'Allah. Et puis, vu les conditions qui ne sont pas favorables, il faut penser avant tout à la santé. Certes, pour, certes, évidemment. nos proches. Mais les meilleurs jours, ils sont à venir. On garde toujours l'espoir. Inch'Allah. Et puis, peut-être il y aura d'autres projets avec d'autres circuits, d'autres découvertes. On a parlé d'un pays continent. Donc, ça demande des années et des années. Absolument, puis absolument. pour Et le des découvrir ouvrages et et toute, tout, voilà, effectivement, toute une totalité effectivement. dont nous parlions tout à l'heure. Effectivement. En tout cas, je vous souhaite toute la réussite du monde pour votre doctorat et pour vos recherches. Merci. Merci beaucoup, Ramadan Begda, d'avoir été C'est à parmi moi de nous. vous remercier. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Et je tiens à saluer nos téléspectateurs et nos amis aussi qui ont contribué d'une manière. Aussi, le groupe contribue à dénicher certaines passions et puis Oui, certaines images, des certains images détails. douées, par exemple. D'ailleurs, dans je l'ai notre découvert société. grâce à ces comptes rendus. Voilà, effectivement. Et aussi, on souhaite la bonne santé à tout le monde. Et on se retrouvera, Inch'Allah, Inch'Allah, dans avec grand d'autres plaisir. meilleures conditions, Inch'Allah. Merci, Merci. à vous. Merci beaucoup, Ramadan Begda, Sans archéologue, C'est un cadeau, merci. doctorant en archéologie. Merci beaucoup, Soumia Bisker, artiste peintre, Je vous en prie. entre autres talents cachés. Merci à vous, chers compatriotes, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé avec nous un agréable moment et qu'ainsi j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. À très bientôt.